Et salut à tous, bien content de vous retrouver, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui on va donc parler évidemment de cette troisième journée de test sur le circuit de Sepang. On va aussi se faire quelques petits points sur la deuxième journée que je n'ai pas couvert sur la chaîne. Bref, il s'est passé énormément de choses, j'étais à 4h du matin devant mon petit écran et j'étais tout content. On a eu de superbes chronos, on a eu des nouveautés, on a eu surtout des déclarations très intéressantes. Bref, on va donc directement rentrer dans le bain avec Ducati. Alors du point de vue des nouveautés techniques, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu en vidéo lors du jour 1 et lors du shakedown, on va uniquement parler des réelles nouveautés. Et justement, lors du jour 2 et du jour 3, on a pu apercevoir ce nouveau carénage sur cette Ducati 2024 et apparemment, ça sera donc bien le carénage de cette future saison. Dans un premier temps, lors du jour 2, on avait donc Enea Bastianini et Francesco Bagnaia qui étaient convaincus, un Jorge Martin, lui, qui était un petit peu plus en demi-teinte et apparemment, lors du jour 3, les trois pilotes usine Ducati sont d'accord pour dire que c'est le meilleur carénage. À la fin de cette troisième journée, Jorge Martin déclarait « J'ai fait le temps avec le tout nouveau package et cela m'apaise. Ensuite, j'ai essayé l'ancienne Ducati et encore la nouvelle et j'ai vu que le carénage 2024 avait plus de potentiel. Ducati a fait un excellent travail cet hiver. » Et ça c'est sûr, on va le dire tout de suite, cette Ducati 2024 semble être absolument exceptionnelle. En 2023, la Ducati 2022 arrivait quand même à talonner celle de 2023. On avait des motos qui étaient différentes mais quand même très proches d'un point de vue du rythme global. La Ducati 2024 semble être en tout point bien meilleure que celle de 2023. On ne parle pas évidemment d'une révolution, ça reste quand même la même moto, mais elle semble être beaucoup plus performante. Et ça, on a pu le voir avec les chronos, parce que les trois premiers pilotes au classement sont trois pilotes avec une Ducati 2024, et surtout, on a pu battre le record de la piste, mais réellement faire des chronos complètement lunaires. Je vous rappelle quand même très rapidement que lors de la troisième journée des tests de Sepang 2023, le meilleur chrono c'était Marini en 1:57.889, que pendant la saison 2023, lors des qualifications donc à Sepang, le meilleur chrono c'était 1:57.491, et c'est donc le record officiel. Et bah là, Francesco Bagnaia a tout simplement réalisé 1:56.682. Et le plus fou, c'est qu'il a réalisé ce chrono absolument exceptionnel en quelques tours. C'est dire la vitesse de l'italien, mais c'est dire aussi la vitesse clairement de cette Ducati. Parce que c'est aussi le cas pour Jorge Martin. En quelques tours, il a réalisé 1:56.854 et le coéquipier de Bagnaia, Bastianini, a lui réalisé 1:56.915. On a uniquement 4 pilotes qui sont passés en 1:56 et ces 4 pilotes Ducati. A noter donc que le quatrième c'est Alex Marquez et lui par contre c'est avec la Ducati 2023 et autant vous dire que j'ai pu voir moi ce chrono entre guillemets en direct, j'ai pu voir les secteurs en direct et il était extrêmement proche de faire un chrono à la hauteur de Pecco. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà qu'Alex Marquez est extrêmement rapide avec cette Ducati 2023 mais surtout je pense que ça met un peu plus en lumière ce jeu de performance. Oui, la Ducati 2024 a écrasé les chronos de l'année dernière mais c'est donc aussi le cas de cette Ducati 2023 avec Alex Marquez. Je pense que ça veut quand même dire aussi que les conditions météorologiques de ce test de Sepang 2024 étaient beaucoup plus favorables que les conditions qu'on a pu avoir l'année dernière pendant la qualification. Et ça, on peut aussi le voir avec les autres constructeurs parce que tous les constructeurs ont fait des chronos absolument exceptionnels. Et je vais vous donner une stat qui vous le montre simplement. Le top 10 de ce classement de cette troisième journée ont tous battu l'ancien record de Pecco lors de la qualif 1:57.4. 10 pilotes l'ont battu lors de cette troisième journée. C'est fou. Alors oui, évidemment que les évolutions et les nouveautés de la Ducati 2024 ou des motos des autres constructeurs ont joué dans l'amélioration des chronos et on est allé tellement vite, on a tellement écrasé les records de la saison 2023 que je pense que les conditions météorologiques ont aussi un peu joué. Alors je sais que vous avez évidemment aussi envie un peu que je parle de Marc Marquez, j'ai aussi envie clairement. Bref, l'Espagnol a donc terminé 6ème de ce classement avec aussi un très beau chrono, 1:57.2. On n'est pas en 1:56 mais clairement, le pilote espagnol a aussi roulé très vite. Alors pour Marc Marquez, ça a été une très bonne journée, on a pu faire un petit peu de time attack. Lors de la première journée, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Lors de la deuxième journée, on s'est vraiment concentré sur le rythme de course. Et surtout, on a pu faire des tests pour le rythme de la course sprint. 10 tours tout simplement d'affilée, ça nous permettait de voir un peu le rythme. Et il y a une information qu'il faut noter qui est très intéressante, je trouve. Lors donc de cette deuxième journée, Marc Marquez, après donc sa simulation entre guillemets de course sprint, a été tout simplement 2 secondes plus rapide après les 10 tours
tours, donc à l'arrivée entre guillemets de sa course sprint, que le vainqueur de l'année dernière lors de la course sprint, qui était tout simplement son frère, Alex Marquez. Donc en gros, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que si ce Marc Marquez là de 2024 aurait roulé l'année dernière, il aurait gagné la course sprint avec 2 secondes d'avance sur Alex Marquez. Voilà, c'est plus simple peut-être à comprendre. Mais bref, on n'est pas en 2023, on n'est pas dans le passé, les autres pilotes se sont aussi améliorés et par exemple donc Alex Marquez, le vainqueur de la saison 2023, lui a roulé à l'arrivée 4 secondes plus vite que sa course sprint de l'année dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, Marc Marquez est très rapide, il continue bien de s'adapter à cette moto, même s'il a déclaré que pour l'instant il conduisait la Ducati encore comme la Honda. Et c'est logique, ça fait 11 ans qu'il est avec Honda, il va falloir du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important parce qu'après le jour 2, Marc Marquez était assez loin au classement parce qu'il n'avait pas fait de time attack et je commençais déjà à voir sur les réseaux sociaux, voilà, Marc Marquez est fini, il est trop vieux, il réussira pas, il est surcoté. Et j'ai envie de dire, mais évidemment que Marc Marquez est l'un des plus grands pilotes de l'histoire, peut-être même le plus grand pilote de l'histoire, en tout cas c'est un pilote extrêmement performant, évidemment qu'on attend beaucoup du pilote espagnol, mais il faut laisser du temps, il va falloir découvrir la Ducati. Oui, c'est sûr, la Ducati est la meilleure moto, mais il va falloir quand même laisser du temps au pilote espagnol, il a passé des années et des années chez Honda, donc à Sepang, il teste des choses, il travaille sur son rythme de course, la première journée en plus a été compliquée, donc laissons un petit peu de temps quand même, j'ai envie de dire, au pilote espagnol. Je pense, et moi vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, que je ne suis pas pour de dire Marquez va surdominer, Marquez va tout gagner avec la Ducati, il va gagner, je sais pas moi, tous les championnats du monde, parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en même temps il faut pas non plus dire ah ça y est, il est pas dans les premiers au test, ça y est, il est surcoté. Bon, il faut trouver quand même un juste milieu, attendons par exemple, je sais pas, la moitié de la saison 2024 et on pourra déjà avoir un jugement, je pense, beaucoup plus concret sur les performances de l'Espagnol avec cette Ducati. Et tiens, pour continuer avec ses chronos et ses courses sprint, lors de la 3e journée, on a pu avoir une nouvelle simulation donc de course sprint et on a pu avoir une petite surprise avec la moyenne des temps au tour. Alors les pilotes Ducati ont clairement amélioré, mais celui qui s'en est donc le mieux sorti, c'est Fabio Di Antonio avec une moyenne sur les 10 tours de 1,58 de 137. Entre guillemets, entre très gros guillemets, si on avait aujourd'hui une course sprint, ça serait possiblement ça le classement final. Maintenant, il faut quand même bien comprendre que évidemment, là, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de départ, donc bon, hein, c'est à prendre entre guillemets, mais ça donne une estimation de la moyenne des temps au tour sur la course sprint, et je pense que c'est quand même important d'y voir. Et pour terminer par une petite déclaration, je voulais vous parler de ce qu'a pu déclarer Marc Marquez, que j'ai trouvé très rigolo. Il a déclaré hier soir, dans mon lit, j'ai refait les time attack pendant 1 heure, et ce matin, je me suis levé à 7 heures et 1 heure de time attack en plus. Ce qui démontre la motivation du pilote espagnol, même dans son lit, il bosse sur la moto. Sacré Marquez. Donc voilà les quelques informations qu'on a pu avoir dans l'ensemble pour Ducati, une moto 2024 qui semble très bien aller, les pilotes usines qui roulent très fort, Marc Marquez qui continue de s'adapter, Alex Marquez qui pour l'instant je trouve est le pilote qui tire le plus son épingle du jeu des pilotes Ducati qui ont une moto 2023. Je pense que dans les jours qui vont venir, on aura d'autres déclarations et évidemment on reparlera pas mal de tout ça. Allez, on passe donc maintenant rapidement à Aprilia. Cette Aprilia 2024 semble aussi être très performante. Aleix Espargaro a déclaré qu'elle avait un meilleur moteur, une meilleure vitesse d'un point de vue assez général, par contre qu'elle était beaucoup plus physique, mais le pilote espagnol a tout simplement déclaré que lui, il s'en fichait que cette moto soit plus physique, tant que ça lui permettait de gagner, et bah lui, ça lui allait très bien. Alors du point de vue des nouveautés techniques, j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire, on en a pu déjà en voir énormément lors du shakedown et lors de la première journée. En tout cas, Aleix Espargaro était vraiment très rapide, que ce soit pour le rythme de course, mais aussi pour l'attaque au chrono, parce qu'il est le premier pilote sur une machine non Ducati au classement. Il est donc classé 5e et il était aussi à 2 doigts de rouler en 1,56. Il a réalisé 1,57,091. Alors étonnamment, son coéquipier par exemple est un petit peu plus loin. Maverick Viñales, il est 12e avec un chrono de 1,57,528. Alors lui aussi, il était rapide pour le rythme de course, mais c'est vrai que pour l'attaque au chrono, Viñales plus timide, alors qu'on sait que normalement, lors des essais, on voit souvent le pilote espagnol être extrêmement rapide. Il a déclaré « Je fais de bons chronos sans me sentir bien avec la moto. Il me manque un peu à l'entrée du virage. Nous manquons de temps. La moto me prend et je ne la prends pas. » En gros, c'est une moto qu'il a du mal pour l'instant à maîtriser. Voilà donc les quelques informations pour Aprilia. Ça semble vraiment très bien fonctionner. On a apporté beaucoup de nouveautés, surtout du point de vue de l'aéro. On a une meilleure vitesse. On est très bon en termes de rythme de course. On est très bon aussi à l'attaque du chrono. Bref, il y a beaucoup de choses positives, comme j'ai pu vous dire pour Ducati, mais c'est aussi le cas des autres constructeurs. Et justement,
justement Aprilia. Passons maintenant donc à KTM. On a pu aussi avoir un nouveau carénage une nouvelle fois sur cette KTM, un carénage encore assez particulier. On a pu aussi voir un avant qui était un petit peu redessiné, un petit peu plus particulier. L'entrée d'air par exemple pour le moteur, l'aileron avant peut-être aussi qui était un poil différent. À noter qu'apparemment d'après KTM, le rythme de Brad Binder, le rythme course, est évalué comme très prometteur. Ça veut dire que Brad Binder clairement en a dans la poignée. Et ça on peut le voir justement avec les propos du Sud-Africain qui a déclaré: la moto fonctionne très bien, nous sommes arrivés à un beau travail, dans l'ensemble la journée d'aujourd'hui a été bonne et productive, la majorité des innovations fonctionne. En parlant d'innovation, on a pu aussi apercevoir un nouveau aileron arrière. Non, je rigole, un nouvel aileron arrière. Ah, désolé, je vous ai explosé les oreilles pendant plusieurs jours. Je prends en compte vos commentaires. On a pu apercevoir un nouvel aileron arrière. C'était, si je me trompe pas, lors du jour 2. KTM aussi continue de tester pas mal de choses. Surtout ces ailerons arrière, on a pu en voir beaucoup. On verra si c'est celui qui, à la fin, sera sélectionné. En parlant aussi de performance qui a été très impressionnante chez KTM, on a parlé donc de Binder, mais il y a aussi le rookie Pedro Acosta qui a continué de briller lors de cette troisième journée. Pedro Acosta est donc 9e au classement, mais c'est surtout son chrono 1:57.365. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a tout simplement battu le meilleur chrono de l'année dernière, le record de Pecco. C'est quand même complètement dingue. On parle d'un rookie qui découvre le MotoGP, qui découvre cette KTM, et il est déjà plus rapide que le meilleur chrono de l'année dernière. C'est complètement fou. Un grand bravo à Pedro Acosta, et j'ai plus que hâte de voir ce que ça va donner. Alors je rappelle que, comme pour Marquez, il ne faut pas s'enflammer, il faut laisser du temps. Évidemment que Pedro Acosta va devoir s'adapter au MotoGP, mais quand tu vois ce qu'il a réalisé à Valence, quand tu vois ce qu'il a réalisé ici à Sepang, c'est quand même difficile de pas s'enflammer, il faut le dire. Allez, passons donc maintenant au constructeur japonais. Tout d'abord, on va parler de Honda. Il y a beaucoup de choses positives. Encore une fois, avec les propos de Luca Marini, on a appris que cette Honda 2024 était une très bonne base et que justement la direction qui avait été prise était très bonne. Juste qu'il fallait du temps pour continuer de s'améliorer. Je crois qu'on parlait qu'on était à 70% du potentiel de la moto 2024. Donc ça, il faudra voir évidemment au cours de l'année. On a aussi vu les propos de Joan Mir qui a déclaré que Honda avait bien progressé, donc dans l'ensemble ça fait vraiment plaisir. Par contre, on s'est rendu compte qu'avec la Honda 2024 c'était assez compliqué du point de vue du rythme de course et des pneus usés. Luca Marini a été pas mal en difficulté, donc il y a pas mal de boulot à faire là-dessus. Par contre, pour l'attaque au chrono, on a pu voir de très bonnes choses, justement avec Joan Mir qui a réalisé 1:57.374 et qui a donc lui aussi battu le meilleur chrono de l'année dernière de Pecco. Ça démontre quand même toute la vitesse de cette Honda sur un chrono unique. On verra s'ils pourront donc s'améliorer pour le rythme de course. Mais bref, tous les voyants sont au vert pour l'instant pour Honda et j'ai un très grand sourire. Donc voilà les quelques rapides informations qu'on a pu avoir sur la Honda. Évidemment, quand il y aura de nouvelles déclarations qui expliqueront un petit peu mieux aujourd'hui cette Honda 2024, on en reparlera dans de futures vidéos. Maintenant, on va donc passer à Yamaha et c'est le seul constructeur où on est un peu plus mi-figue, mi-raisin. Alors les points positifs qu'on avait pu aborder lors de la première journée sont toujours là. On a une très bonne vitesse de pointe. Par exemple, lors de la deuxième journée, la meilleure vitesse de pointe, c'était une Yamaha. C'était celle de Fabio Quartararo. Donc, il y a des points positifs. On a aussi changé cette façon de faire. On essaie de développer cette moto un peu plus d'une façon européenne. Bref, il y a encore des bons points positifs. Fabio va les rappeler. Mais sur l'attaque au chrono, on est encore loin. Et c'est toujours là le problème de cette Yamaha 2024. À l'image de celle de 2023, quand on est en rythme de course, la moto est clairement bonne. On peut faire de belles choses. Mais pour l'attaque au chrono, sur le chrono unique par exemple donc pour les qualifications, on est loin. Trop loin. Lors du jour 2, Fabio Quartararo déclarait: c'était très similaire, on n'a pas vraiment trouvé notre voie. Et évidemment, il nous en manque encore beaucoup dans le time attack. On est encore très loin, à 8 dixièmes du premier. On doit trouver une solution. J'espère que demain, on pourra faire de petits progrès. Sur un tour, il nous en manque beaucoup et c'est notre plus gros problème actuellement. Même aujourd'hui, à la fin, on a testé beaucoup de choses sur la moto et quand on prend 2 pneus neufs, je n'étais pas perdu mais on a testé beaucoup de pièces. C'était un peu bizarre mais il nous en manque encore beaucoup. Et lors du jour 3, même s'il note quand même des choses vraiment positives, c'est un petit peu le même son de cloche. Malheureusement, ces points positifs sont diminués, atténués par des points négatifs qui font peur. J'étais content de rouler en 1:57.5, mais c'est la limite. On a trouvé la limite assez vite parce que j'ai 4 tours entre 1:57.5 et 1:57.6. Aucun tour n'était vraiment meilleur qu'un autre. C'est un peu difficile à comprendre. Je sais dans quel domaine on doit progresser, mais comment ? C'est la question. Il y a un pas en avant. La vitesse de pointe est nettement
nettement meilleur. Le moteur est meilleur, mais la façon de l'utiliser est encore difficile. La moto reste vraiment agressive en termes de couple. On a une meilleure aérodynamique et un meilleur moteur, c'est certain, mais on a besoin de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire en sorte que ça marche mieux et trouver cette adhérence mécanique qui nous manque depuis 2019. Je pense que c'est un peu mieux parce qu'on a un peu plus de vitesse de pointe. On peut un peu plus suivre une moto qui est devant. Je pense que ce sera un peu mieux pour nous battre, mais on doit encore progresser en qualification parce que je suis un pilote qui veut jouer les premières places et actuellement, on ne le peut pas. Il faut trouver une solution pour être rapidement devant. Il faut trouver une solution pour être dans le top 6. Peut-être pas le top 6, mais entre la 4e et la 8e place. C'est ce que l'on doit trouver en ce moment. Je pense que c'est très important de le trouver. En rythme de course, on est rapide. On n'est pas dans les 3 premiers, mais on a nos chances. Si on part 11e ou 12e, on y reste, quel que soit le rythme. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de trouver une solution sur l'adhérence pour progresser. Je savais qu'il n'y aurait pas de révolution entre novembre et février, mais je pense que la façon dont on travaille est bien meilleure. On est encore très loin, mais je pense que dans quelques mois, on aura une meilleure idée d'où on est. Voilà donc les propos du pilote français, et comme vous avez pu le voir, il y a des points positifs, ce moteur, et ça rappelle ce que j'ai pu vous dire lors du jour 1. On a l'impression que cette Yamaha est de moins en moins une Yamaha, avec un moteur maintenant qui est beaucoup plus agressif, donc oui, c'est sûr qu'on va plus vite en ligne droite, mais il y a des contreparties qui sont compliquées, et pour l'instant, on a l'impression, d'après les propos de Fabio, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on n'arrive pas à régler ce problème. Et ça, c'est quand même bien dommage, surtout qu'une nouvelle fois, on a l'impression qu'on est toujours dans la même situation que 2023, rythme de course, très bien, mais en qualification, pour un tour unique, c'est Yamaha allait 8 dixièmes plus lent, comme en 2023. Et ce qu'il faut, je pense, vraiment noter, c'est que vraiment, cette Yamaha 2024 s'est clairement améliorée. Une 57.5, c'est un super chrono, il faut le noter. Mais le problème, c'est que les autres constructeurs se sont aussi énormément améliorés, comme pour Ducati, ou encore pour Aprilia et KTM. Et on a pour l'instant l'impression que Yamaha a fait un très gros step en avant, mais c'est pas suffisant pour combler l'écart afin de jouer réellement devant pour la victoire ou pour des podiums, et c'est ça qui est une nouvelle fois malheureusement un sacré point négatif après ces tests de Sepang. Il y a plein de choses positives, mais à l'arrivée on a l'impression que Fabio est déjà arrivé donc à la limite de sa moto, ce qui je pense n'est pas spécialement le cas de la Ducati 2024, de l'Aprilia 2024, mais aussi de la KTM 2024, et ça fait un petit peu peur. Donc il faudra voir aux essais du Qatar si Yamaha apporte de nouvelles choses, justement peut-être pour mieux gérer la puissance de ce moteur, pour faire en sorte que cette Yamaha ait beaucoup plus de grip. C'est quand même assez fou parce qu'on se rappelle que par le passé, justement la moto qui avait le plus de grip, c'était la Yamaha, et aujourd'hui on a l'impression que l'une des motos qui a le moins de grip, c'est la Yamaha. On a un bien meilleur moteur, mais on a beaucoup moins de grip. Bon, c'est vraiment compliqué et je croise les doigts que Yamaha arrive à trouver le juste milieu à tout ça, peut-être moins de puissance, mais par contre plus de grip, il faudra voir. Donc ouais, mi-figue, mi-raisin, comme j'ai pu vous dire, on est assez mitigé, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi clairement des points négatifs malheureusement. Voilà, en tout cas pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo sur cette 3e journée et dans l'ensemble donc sur ces essais de Sepang 2024. Ça a été absolument exceptionnel, j'ai été réveillé à 4h du matin lors des 3 journées pour regarder les premiers chronos qui étaient extrêmement rapides. J'ai adoré ce moment, j'ai essayé de vous faire les vidéos qui résument le mieux les journées. Alors on est passé à côté de la 2e journée, mais voilà, en tout cas, j'ai essayé du mieux possible de résumer le jour 1 et le jour 2 et le jour 3 en même temps. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu. Je répète encore une fois qu'évidemment on va avoir de nouvelles déclarations, on va avoir de nouvelles informations et on le couvrira sur la chaîne bien sûr avec de nouvelles vidéos sur l'actualité. En tout cas là, toutes les informations qu'on a pu avoir, normalement elles sont dans cette vidéo. Bref, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.